Donner une consigne en classe, ça a l'air de rien, n'est-ce pas? Et pourtant, derrière ce geste, qui nous semble si simple, se cache en réalité un véritable art invisible. C'est cet art qui fait toute la différence entre un enseignant qui débute et un enseignant expert. C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, posons-nous la question, très directement, une simple consigne de classe, qu'est-ce qui peut bien mal tourner? On s'est tous retrouvés sur les bancs de l'école, on a tous reçu des instructions, ça a l'air facile, non? Eh bien, en réalité, c'est loin d'être aussi simple. Et pour s'en convaincre, rien de tel que le témoignage de Marie-Laure, une jeune enseignante. Après avoir essayé de lancer une activité, voilà son constat, un peu dépité. C'était donc le bazar et j'ai eu du mal à me faire entendre. Ce sentiment de chaos, ce bazar, c'est notre point de départ. Pour comprendre d'où vient ce bazar, il faut qu'on s'arrête sur un concept qui peut paraître un peu technique, mais qui est absolument essentiel, le défi de la polyfocalisation. La polyfocalisation, qu'est-ce que c'est de ce mot un peu barbare? En fait, c'est très simple. C'est la situation dans laquelle on se trouve quand on doit gérer plusieurs choses, plusieurs points d'attention en même temps. Imaginez un jongleur, mais un jongleur qui devrait manipuler des mots, des gestes, des élèves et des objectifs pédagogiques. Tout ça simultanément. Pour Marie-Laure, la novice, c'était exactement ça, son défi. Concrètement, elle essayait de donner les instructions à l'oral, tout en les écrivant au tableau, tout en distribuant les feuilles, et bien sûr en essayant de voir si tout le monde avait compris, sans oublier de gérer ceux qui, évidemment, commençaient déjà à papoter. Un vrai tourbillon d'action. Et le résultat de tout ça, il est quasi inévitable. C'est ce qu'on appelle la surcharge cognitive. Le cerveau, tout simplement, ne peut pas suivre. Et quand le cerveau sature, eh bien, on obtient précisément ce qu'a décrit Marie-Laure, le bazar. Ok, on a bien cerné le problème. Mais alors, comment font les autres? Comment les profs plus expérimentés s'en sortent face à cette complexité? Voyons un peu leur stratégie. Et là, la différence, elle est fondamentale. D'un côté, on a la novice, Marie-Laure, qui subit la situation. Elle est complètement emportée, dépassée par toutes ces choses à faire en même temps. Et de l'autre, on a l'experte, qu'on va appeler Isabelle. Elle ne subit pas, elle décide, elle pilote, elle reprend le contrôle en choisissant l'ordre des choses de manière stratégique. Et le mieux, c'est encore d'écouter Isabelle, l'enseignante expérimentée. Elle nous dit « Je décide sur le moment dans quel ordre je vais faire les choses. » Et écoutez bien la suite, c'est génial. Je me disais, s'ils ont les papiers, ils ne vont pas regarder. Ça, c'est de l'expertise à l'état pur. C'est une micro-décision prise à la volée, juste en anticipant le comportement des élèves. Voilà le secret, anticiper pour maîtriser. Une autre stratégie fascinante, c'est ce qu'on pourrait appeler l'art de la respiration. Attention, ce n'est pas juste une pause pour souffler, non, c'est un vrai outil. L'enseignante, hop, elle s'arrête un court instant, elle sort de l'action, elle observe ce qui se passe, elle se rend compte qu'elle a oublié quelque chose par exemple, et elle rectifie le tir. C'est une pause hyper stratégique qui permet de s'ajuster en permanence. Allez, on va encore plus loin dans l'analyse. Parce qu'il y a un outil que les experts maîtrisent à la perfection. Un outil super puissant et pourtant si discret. C'est le regard. Explorons ensemble le pouvoir du regard. Le premier pouvoir du regard, c'est de voir. L'enseignant expert, son regard, c'est un vrai radar. Il scanne la classe en permanence. Il voit tout. Le petit froncement de sourcil qui veut dire « j'ai pas compris ». Le regard qui part par la fenêtre. Tout ça, ce sont des informations précieuses. Le regard devient un outil de diagnostic en temps réel, sans même qu'un seul mot ne soit prononcé. Et le deuxième pouvoir, c'est l'inverse. C'est de faire voir. Là, il ne s'agit plus de capter de l'info, mais d'en envoyer. L'enseignant va utiliser son regard pour guider l'attention des élèves vers le tableau, par exemple. Mais il va aussi organiser l'espace, les documents, pour que le savoir devienne quelque chose de tangible, de visible, de plus facile à appréhender. Donc, en résumé, le regard n'est pas du tout un truc passif. C'est un instrument à double sens. D'un côté, il diagnostique, de l'autre, il communique. C'est un outil de gestion et de pédagogie d'une efficacité redoutable. Bon, maintenant on a toutes les pièces du puzzle. Toutes ces stratégies, ces techniques, ce ne sont pas juste des petits trucs et astuces. Non, en fait tout ça, ça construit quelque chose de bien plus fondamental, ce qu'on appelle la vision professionnelle. Ce concept de vision professionnelle nous vient d'un sociologue, Charles Goodwin. Et l'idée, elle est passionnante. C'est une manière de voir et de comprendre le monde qui est propre à un métier. Par exemple, un archéologue et un agriculteur ne voient pas du tout la même chose en regardant un champ. Eh bien, c'est pareil pour un prof. Un expert ne voit pas la même salle de classe qu'un débutant. Et voilà, on arrive au cœur du sujet. Devenir expert, ce n'est pas seulement accumuler des techniques. C'est littéralement apprendre à voir ce qui est invisible pour le novice. C'est développer un nouveau regard, une nouvelle vision qui permet de lire toutes les dynamiques cachées et les subtilités d'une classe en action. On va se quitter là-dessus, avec une question qui change un peu la perspective. Finalement, si tout l'art de l'enseignant, c'est de décoder cet invisible, de gérer cette complexité cachée à chaque instant, alors est-ce que son rôle principal, c'est vraiment de transmettre un savoir, ou ne serait-ce pas plutôt d'être un interprète expert,
de l'invisible. C'est une idée assez fascinante sur la vraie nature de ce métier.